Une tasse de tech du 2 septembre 2021. Il est midi. Je suis comme l'annonceur à la radio. Au son du timbre, il sera midi. Ding! Mesdames et messieurs, Alain McKenna. Je vous donne l'heure, tu vois? L'heure juste, hein? Tel un Jean-Luc Mongrain. Pascal Farget, bonjour. Bonjour Alain, comment vas-tu? Je vois que tu as le micro officiel de la balado. Je m'amuse avec les effets sonores. Ça rend ma voix plus sensuelle et j'ai des envies de Barry White, des sensations agréables. Je veux faire trembler les gens qui écoutent le podcast, autant que moi je tremble à l'idée d'animer ce podcast, de Barry co-animer ce White podcast. caféiné, si je comprends bien. Oh oui, Je notre t'ai vu aller faire un partenaire café. Jura, je l'aime toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben oui. On salue d'ailleurs notre partenariat avec Jura, la compagnie suisse de machines à café, n'est-ce pas? Qui nous a fourni des E8 pour essayer. Est-ce que tu es satisfait? Comment tu trouves ça? Écoute, sérieusement, là, c'est tellement agréable d'avoir une machine à café automatique. Et je ne dis pas ça juste parce que c'est notre partenaire de café Jura. J'avais avant une machine automatique, mais là, avec la E8, je passais à quelque chose qui est vraiment une coche au-dessus. Le café est formidable. Ça peut mousser du lait dans la quantité et les proportions qu'on désire. Ça peut ajouter de l'eau. Ça peut faire de très, très bons allongés très facilement et on peut programmer à sa convenance chacune des boissons. L'affichage numérique nous accueille et nous présente les boissons qui nous donnent envie d'en prendre. J'ai ajouté du café, du décaféiné à mon mélange de café, parce qu'on prend du café en grains, tout simplement. On met ça dans le réservoir en haut, on appuie sur le bouton, on a un café. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça a changé ma routine du matin, de milieu du matin, de midi, de milieu d'après-midi. Et s'il y avait plus de moments dans la journée où je pourrais me caféiner, je le ferais. Je C'est rendu t'assure. un accro, n'est-ce pas? Eh bien, Oh, c'est c'est quand très même. bon. Puis la machine est très élégante. Quand j'ai des amis qui viennent chez moi, ils font Oh, est belle ta machine. Je fais, Voilà. Nous saluons et remercions également notre commanditaire techno, l'accélérateur, l'incubateur montréalais Santec, affilié, associé à l'ETS à Montréal. Euh, Ils ont gagné un prix cette semaine de reconnaissance, comme quoi que c'est un accélérateur qui a un impact sur l'écosystème entrepreneurial montréalais. Donc, félicitations au Santec. On les remercie d'être notre partenaire commanditaire. Et on salue aussi nos autres commanditaires pour la saison, TELUS et GoDaddy, dont on parlera dans la discussion. Je n'ai pas essayé, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, l'application VaxiCode venait d'apparaître sur les téléphones, sur l'iPhone, puis la version Android s'en venait. oui. Il y a eu des problèmes avec la version Android en plus de tout le reste. Ben, c'est ça, elle est arrivée un peu en retard, ce qui n'est pas anormal compte tenu du processus d'approbation des applications qui n'est pas le même. Si Apple a accéléré l'acceptation, ça a été un peu retardé avec du côté d'Android. Mais j'ai été surpris de voir qu'il fallait taper Vaxicode entre guillemets pour avoir l'application et non pas juste Vaxicode, il fallait mettre entre guillemets. Ah oui. Et ben oui, c'est complètement horrible. Ensuite, on me dit importer le code QR ou scanner votre code QR. Je me suis dit, ben, on m'a envoyé un PDF, je vais importer le PDF. Le PDF n'est pas reconnu. J'ai tout simplement fait une capture d'écran du PDF, importé la capture d'écran du PDF et je me dis, mais pourquoi ça n'importe pas directement le PDF qu'on nous a envoyé? Je trouvais que c'était un Ça, peu c'est bizarre. étrange. Mais tu peux Et repasser. Est-ce qu'il ne te renvoie pas l'application site web Clic Santé pour faire tout le Elle peut le nettoyage? faire aussi. Elle peut le faire aussi. Et les gens m'ont reproché, tu es un journaliste paresseux, tu as juste à te connecter. Oui, mais j'ai déjà pris la peine. Je ne suis pas paresseux. J'avais déjà le code QR dans mon téléphone que je n'avais qu'à montrer. Et là, quelques secondes après avoir installé l'application, on me dit que l'application draine la pile de mon appareil. Ah, Et ben là, je oui. me dis, ça ne fait qu'afficher un code QR. Est-ce que c'est peut-être juste une erreur dans mon téléphone qui est capricieux, mais j'ai trouvé ça particulier, sans compter le fait que dès le lancement, des gens ont pu créer des codes QR bidons, afficher des codes QR de la personne qui voulait et indiquant évidemment qu'ils étaient pleinement protégés, vaccinés. Tout ça au lancement. Et je me suis rendu compte que le code n'était pas ouvert. Il me semble que pour un projet de cette envergure, faire une application à code ouvert, il me semble, s'impose. Et Ouais. je me permets un dernier commentaire, ça m'a vraiment fait sursauter. Quelqu'un a dit, malgré tout ça, l'application est jugée bonne. Bonne dans le cas d'une application qui sert à afficher des informations personnelles des gens. Je trouve que c'est le niveau très, très Un haut faible de niveau. passage. Ouais. C'est comme dire, mon auto roule. Elle roule,
mais elle pollue, fait du bruit. Non, c'est le niveau faible. Il Ouais, faut qu'on vise plus, puis ça aurait été possible, je pense, avec un peu plus de planification ou de coordination ou d'expertise. exactement. Donc, C'est malheureux, mais bon. Ça fait, écoute, depuis que je suis journaliste techno, qu'on parle des lacunes dans les démarches informatisées des gouvernements, des ministères, tout ça. ouais. C'est Et je quelque trouve chose tellement que c'est la base. Tu sais, c'est une quelque chose qui devrait être on sert l'État. Tu sais, quand on crée une application, dans les films américains, tu as toujours le héros qui se fait dire vous avez une tâche impossible, mais vous servez le président. Et là, la personne se sent appelée. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas cet esprit-là. Mm. Je pense on pourrait avoir cet esprit-là, cette fierté-là de créer quelque chose qui va servir la population. Et puis malheureusement, il semble y avoir des trucs qui clochent dans le lancement de l'application. Au moins, elle n'est pas dangereuse pour l'utilisateur, même si elle mine peut-être des bitcoins en arrière-plan. C'était l'hypothèse. Pourquoi elle consommait beaucoup Ben oui. d'énergie? Ben non. Hey, j'écoutais cette semaine, changement de sujet, j'avais sur Apple TV la nouvelle saison de Ted Lasso. Puis là, je l'ai découvert, pas dans l'écoutant, mais en lisant les gens sur Internet qui ont vraiment plus de temps libre que moi, que dans la saison, dans certains épisodes, il y a des indices, semble-t-il, sur les futurs produits d'Apple. Moi, j'ai des gros doutes là-dessus. Je pense que c'est juste comme parce qu'en exemple, il y aurait un iPhone 13 sans encoche pour la caméra. Preuve à Oui. l'appui dans Ted Lasso. Je ne sais pas à quel point ça devient un peu inutile comme recherche de sources d'informations, mais bon. Ben, non, je trouve qu'au contraire, c'est le genre d'information, c'est que dans le Ted Lasso, le dernier épisode, il y avait un iPhone qui ne semblait pas avoir d'encoche. Ouais, il n'était pas juste à l'envers on le voyait pas juste de tête bêche, là. Peut-être qu'il était tête bêche. Une autre hypothèse, c'est d'avoir que c'est tout simplement un effet spécial un peu abusif, que les effets spéciaux auraient corrigé, je ne sais pas moi, un reflet ou un petit quelque chose qui était dérangeant dans l'image qui aurait rendu Ah, l'encoche invisible. Une autre hypothèse, donc un CGI abusif, mais ce n'est pas impossible parce que c'est quand même une série qui est sur Apple TV, qui est produite une exclusivité sur Apple TV, et donc Apple coordonne l'utilisation des produits et doit avoir son mot à dire. Donc, si ils ont c'est les produits apparu, dernier cri à tous les coups, c'est très vrai. et donc, c'est ça, comme c'est le dernier épisode, c'est une de leurs émissions vedettes. Je crois que ce n'est pas impossible que ce soit ça. Il y a eu Ouais. d'autres rumeurs aussi côté Apple, si tu permets, c'est le fait que prochain iPhone pourrait être satellitaire, Mhm. se connecter au réseau satellite pour avoir une connexion, même hors des zones de couverture des opérateurs. La rumeur semble fondée. Il semble qu'Apple travaille vraiment sur l'ajout de fonctionnalités cellulaires, c'est-à-dire se connecter au réseau satellitaire, je m'excuse, pour l'iPhone. Sauf que ce serait probablement pas pour l'an prochain, pas pour l'iPhone 13, et 23, je ce serait pour pense. des messages d'urgence. Ouais. Ce serait des messages d'urgence, donc peut-être un texto, peut-être pour repérer son téléphone en dehors des heures de des zones de couverture, mais ce ne serait pas l'assurance qu'on va pouvoir faire tous ces appels, même en plein milieu du désert ou de la mer, sans problème. Non, Moi, parce que je c'est pas pense pratique simplement un téléphone satellite, là, on se comprend. c'est ça, c'est gros, il Mm. faut être à l'extérieur, ça fonctionne moins, mais ça pourrait augmenter en cas d'urgence le repérage du téléphone et l'envoi de textos d'urgence. Donc, c'est une belle fonctionnalité qui pourrait apparaître. Et la dernière, je ne sais pas si tu as lu l'article qui mentionne que Tim Cooks, le président d'Apple, le PDG d'Apple, ne voudrait pas quitter sans lancer une troisième catégorie de produits Apple. Hmm. Pas une nouvelle catégorie de produits Apple, donc Ça, un nouveau vertical en langage un nouveau vertical en anglais. pas une Donc, montre, pas un après téléphone, pas une les tablette. téléphones, après les ordinateurs, après l'Apple Watch, après le défunt iPod, Mhm. la tablette, ben, il pourrait avoir quelque chose d'autre. Et là, on émet l'hypothèse que ça va être des super lunettes de réalité virtuelle. Vous savez, cette réalité virtuelle qu'on nous promet à chaque année depuis Ou 10 ans, augmenté. que Ben c'est oui. pour l'an prochain. Ou l'auto intelligente, la fameuse auto Apple qui, selon toute vraisemblance, est développé. On travaille là-dessus depuis Ben, plusieurs années je dans vais des grands déterrer une succès. vieille rumeur. Est-ce qu'un téléviseur Apple serait considéré un vertical? Parce qu'il y a déjà l'Apple TV qui est un Je pense que récepteur. oui. Je pense que Hmm. oui. Et toujours dans les rumeurs à Apple, il paraît que Steve Jobs, peu avant son décès, aurait dit on a trouvé, we nailed TV. On a trouvé la façon de faire une TV, une télé qui marche. Et oui, ça pourrait être un nouveau vertical. Peut-être moins captivant qu'une voiture,
Mais oui, C'est un prolongement logique de ce qu'ils font déjà, là, une définitivement. télé à 10 000 prenez mon argent, tout le monde, ça va se battre pour en avoir. Apple TV, ouais, vendu 3 fois le prix, ça serait effectivement l'effet de surprise. Trêve de rumeurs, Pascal, passons aux actualités. D'ailleurs, je tiens à préciser pour toute l'actualité en moins de 5 minutes et le matin et 2 minutes en fin de journée. Essayez l'infolette d'InfoBref, notre partenaire qui revient. On a oublié de le mentionner, de le préciser et d'en parler la semaine dernière. Partenaire donc d'une tasse de tech. Vous apprendra chaque jour un peu plus de ce qui se passe dans l'actualité. Allez voir ça, infobref.com. Je vais démarrer, si ça ne te dérange pas, avec. Ben, c'est pas une rumeur parce que c'est confirmé. On ne sait juste C'est pas ce qui va se confirmé. passer, mais le 22 septembre prochain, à 11 heures, donc en fin de matinée, si vous avez vraiment pas grand-chose à faire, ça va être en version en ligne et numérique et en direct. C'est l'événement Surface automnale de Microsoft qui prend pour l'instant la forme d'une petite vidéo qui présente de profil un appareil dont on soupçonne, parce que c'est assez évident, que c'est une tablette Surface Pro, probablement. La liste des choses qui pourraient être annoncées commence à être assez intéressante. On parle évidemment de nouveaux produits Surface, donc les appareils ordinateurs plus ou moins portables, plus ou moins tablettes. Il est question, parce qu'évidemment, il va y avoir Windows 11 aussi dans le portrait là, Oui, bientôt, qui Windows va être 11 qui va commencer à être déployé à partir du 5 dans un septembre, mois, exactement. dans un mois, Donc, ça s'en vient. 5 Donc, des produits octobre. qui vont supporter l'OS, peut-être des nouvelles formes, des nouveaux formats, sans doute une nouvelle génération du Duo, là, du Surface Duo. Une espèce de. Qui n'est pas un téléphone, qui n'est pas une tablette. Là. J'ai hâte de voir d'ailleurs s'il va y avoir une évolution, parce que l'appareil a été mis en vente au Canada très tard, là, comme il y a quelques mois à peine. Et je ne sais même pas s'ils en ont vendu 5, on n'entend pas du tout parler. C'est ça. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y toucher. Microsoft n'a pas daigné. Ils n'ont pas fait un gros splash autour de ça, donc ça a C'est été très ça. discret. Donc, à suivre de ce côté-là. Écoute, on va voir parce que définitivement, il n'y a pas il y a pas grand-chose qui filtre, mais bon, prenez ça, mettez ça à l'agenda, 22 septembre prochain. On fera, c'est sûr, un suivi ici à une tasse de tech sans problème. Mhm. Mhm. Et peut-être qu'on va en parler sur Twitter auprès de nos super abonnés. Oui, ça, c'est une nouveauté. Twitter, pour monétiser ses opérations, pourrait offrir à ses utilisateurs qui ont plus de 10 000 abonnés la possibilité de faire payer leurs suiveux, leurs Leurs followers, abonnés. leurs abonnés. Non, Suivez, mais c'est un peu j'aime. méchant. En anglais, c'est follower. En français, ce serait suiveux. Mhm. Donc, c'est pas fin pour les gens qui suivent des gens, mais ça, on pourrait payer entre 2,99, 4,99, 9,99 par mois pour recevoir des tweets exclusifs des gens qu'on suit sur Twitter, des conseils privés ou des réponses à des questions. Donc, tu paies, tu as un service supplémentaire de la personne que tu suis. C'est un modèle par abonnement qui s'apparente un peu à OnlyFans. On en a parlé, le fait qu'il devait cesser de distribuer du matériel sexuellement explicite et finalement, whoop, on va continuer d'en faire parce qu'on se rend compte que c'est une grande partie du contenu. Mais là, donc, avoir un modèle sur Twitter qui permettrait de monétiser, il faut avoir plus de 10 000 abonnés, je l'ai mentionné. Pour Il ne m'en l'activer. manque que 1000. Il ne Oh, m'en manque que appel 1000. à J'étais tous. surpris. Pascal Forget, allez-y vite, vite, vite. Parce Demandez à que 1000 de vos amis de s'abonner à Twitter et je pourrai vous faire payer pour le plaisir oui, c'est ça, vous d'avaler. gagnez le droit de payer après. Vous Mais gagnez le droit de payer. Moi, ça me donne le droit de revenir, de recevoir des trucs et je pourrais me permettre de poser dénudé, moins vêtu sur mes tweets, ce qui semble attirer beaucoup si on ben, regarde les comptes Instagram les plus expliquer comme ça, je populaires. paierais pour me désabonner, moi, tu vois. Fait que c'est une Tu question vois, de c'est goût. ça, payer et je ne me dénuderai pas. C'est un peu la menace que je vais faire aux gens. Hmm. Ça Mais mérite là, d'être évidemment, discuté. c'est ça, je fais référence aux comptes Instagram ou aux comptes les plus populaires sur les réseaux sociaux. C'est généralement des trucs un peu olé olé. Ben, des conseils, ouais. Le contenu exclusif, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font de la balado, qui vont utiliser un Patreon, puis qui vont faire un épisode bonus ou Oui, réservé aux gens qui paient. Est-ce qu'un tout à tweet fait. bonus aux gens qui paient, il faudrait que ce soit un tweet lourd en contenu? C'est pas évident. Mais l'avantage de la formule par abonnement, il y a une voiture qui vient de passer tellement à toute vitesse, on dirait que c'est la Formule 1 sur ma rue, qui est pourtant tranquille. Le modèle par abonnement, ce qui est avantageux, c'est que ça permet d'avoir un certain revenu régulier parce que si quelqu'un donne sur Patreon 50 ou donne un
pourboire épisodique, ben, tu vas avoir peut-être une semaine, une campagne particulièrement efficace, tu vas faire, je ne sais pas, 1 000 $. Mais si par la suite, tu n'as plus de sous, ça ne va pas bien. Tandis que si tu as 100 personnes qui te donnent 2,99 ou 2000 personnes qui te donnent 4,99, ça peut commencer à faire un revenu super intéressant pour un créateur sérieux de contenu. Il y a matière à réflexion, effectivement. Ouais, ça Il y a un dépasse endroit dans le monde où on va pouvoir. Moi, ce que je ferais, c'est que je partirais un service de consultation en voiture. Je tweeterais à même mon véhicule grâce à un service connecté comme celui-là. Puis ça, c'est une transition vraiment maladroite de ma part entre deux nouvelles, mais c'est. Non, je la trouve magnifique. Ah, ben merci. Je ne recommande à personne de tweeter tout en conduisant. D'ailleurs, on s'entend que c'est extrêmement dangereux. Il y a une nouvelle qui est parue cette semaine, une entente entre General Motors du Canada et TELUS. Qui est assez. Moi, j'ai appris deux trucs, en fait, que je ne savais pas. Premièrement, les voitures connectées sont des voitures relativement récentes dont le système multimédia est doté d'une antenne, d'une connexion cellulaire. Donc, ils vont sur le réseau mobile comme un téléphone pour aller chercher des services. Ça peut être de la musique, de la navigation, un paquet d'affaires. GM pousse fort en promotion depuis quelques années pour offrir ce qu'ils appellent du Wi-Fi à bord, c'est-à-dire que tu peux connecter ta tablette où les enfants peuvent très gentiment s'échanger leur appareil qui est connecté au Wi-Fi, ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie parce qu'ils sont tout le temps en train de se chicaner pour se l'arracher des mains. Mais bon, ce service-là était supporté par des réseaux américains en itinérance au Canada. Là, GM vient de signer une entente qui est la première du genre au Canada avec TELUS pour offrir des services sur le réseau 5G de TELUS, donc nativement, si on veut, au Canada. GM, depuis un petit bout de temps, travaille sur un paquet de services. J'ai dit musique, il y a beaucoup de divertissements connectés, il y a beaucoup d'informations en temps réel sur la navigation. Je sais qu'ils ont aussi développé un marketplace, donc une espèce de boutique de magasinage en ligne, en voiture, sur ton tableau de bord. Donc, tu pourrais, pendant que tu es pris dans le trafic, aller te chercher un café bain chez Tim Hortons ou je ne sais pas quoi, te faire livrer sur Amazon un truc à la maison en même temps que tu arrives. En tout cas, je ne sais pas s'il va y avoir un marché, mais il y a certainement l'application. Et ça va être donc sur les réseaux 5G extrêmement rapides. On en a vu beaucoup de déployés là, autour des autoroutes depuis quelques mois au Canada, donc ça s'en vient rapidement, ça aussi. Le seul bémol, c'est que l'entente qui a été signée cette semaine va commencer seulement sur les véhicules millésimés 2025. Il me reste encore un peu de jeu pour en parler. Oh! On parle de 3-4 ans, là. On a encore un petit peu de jeu pour en parler, mais bon, bref, c'est quand même une première en son genre. Puis j'espère, on se croise les doigts et on l'espère, mais vous savez comment ça marche au Canada, j'espère que les services mobiles offerts vont être abordables. Parce que quand on achète une voiture connectée, en ce moment, on paye pour 4 ans de service dans le prix d'achat, puis après ça, il faut se réabonner si on veut continuer. Et ça coûte cher. Sans surprise, mais ça serait le fun qu'on ait une belle surprise, c'est que ça coûte moins cher. Est-ce que c'est indiscret de te demander si c'est un ordre de grandeur de combien ça coûte après le 4 ans? De mémoire, c'est un peu plus de 100, entre 100 et 150 $ pour l'année. Il y a un volume de données, évidemment, ce n'est pas illimité. Ben là. Ouais. Et dans le cas de GM, c'est nord-américain, donc il n'y a pas d'itinérance aux États-Unis, mais il faut faire attention parce que si on bosse, comme tout le reste, à la limite. Parce que 150, je trouve pas que c'est abusif. 150 par année, c'est non, c'est ça, c'est correct, mais c'est pas beaucoup. Là. C'est pas. Si vous faites. Pour ceux qui vont en Floride, qui font la route, c'est comme un trajet, puis tu as consommé ton forfait. Donc, il faut faire attention. Et si tu permets, avant qu'on passe à notre invité, il y a une petite nouvelle tu me disais que tu voulais peut-être une nouvelle de plus. Un capteur de 200 mégapixels de Samsung, je ne sais pas si tu as vu passer la nouvelle, un capteur qui s'appelle ISOCELL HP1, 200 mégapixels, qui pourrait être dans notre téléphone. Ça, mon ami, ça rentrerait au poste. Ça commence à faire des photos de très, très, très haute résolution ou plutôt, l'usage qui va probablement être le plus courant, ça va être de combiner les pixels pour augmenter la résolution des photos, améliorer la résolution, la luminosité des photos prises en basse lumière. Il n'y a pas de nouvelles sur quand est-ce que ça va arriver dans les téléphones. Évidemment, ça va être plus vite qu'on l'imagine et plus tard qu'on l'imagine selon tout ça. Mais il y a une course, parce que Samsung aussi, Sony aussi travaille fort sur des capteurs de très haute résolution. Donc exactement. Il y a une certaine concurrence là. Il semble que du côté chinois, Oppo serait aussi sur des capteurs de 200. Donc, il va probablement avoir une petite guéguerre sur le premier téléphone officiel avec 200 mégapixels. Ensuite, évidemment, il va avoir cette disponibilité au Canada qui va être à surveiller. Mais j'ai bien hâte de voir ce que ça peut faire comme qualité de photo. À suivre. Merci Pascal. Je vais te laisser introduire notre segment Entrevue de la semaine.
Et oui, monsieur, notre commanditaire, notre partenaire présente l'entrevue de la semaine, c'est GoDaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Si jamais vous avez une idée de site web, vous avez besoin d'un site web, vous voulez faire un site web, attendez pas. Allez sur godaddy.ca, créez quelque chose, vous allez voir comment c'est facile en WYSIWYG. Donc, vous disposez les modèles qui sont proposés. En quelques minutes, c'est d'avoir un site web, je le répète, professionnel et personnalisé pour votre petite entreprise, ou vous-même même. Ah oui, pourquoi pas. GoDaddy.ca, je le répète tout le temps la dernière fois. Voilà. Il y a eu une nouvelle qui a été publiée, qui est parue, en tout cas que j'ai reçue, moi, je vais dire comme ça, la semaine dernière. L'accélérateur Google pour Startups, édition Women Founders, donc femme fondatrice de startups, a choisi, sélectionner, trier sur le volet un certain nombre de jeunes pousses, donc technologiques, dirigés et fondés par des femmes, pour un programme de 10 semaines qui va les aider à évidemment prendre de l'expansion et connaître du succès dans leur créneau. Parmi celles-ci, 4 startups canadiennes, une québécoise, une compagnie qui s'appelle Tenjiva, qui se spécialise, qui a développé en fait une plateforme numérique pour l'approvisionnement dans le secteur de la mode et du textile. Ça a l'air compliqué comme ça, on va le simplifier. Je pense que ça, en tout cas, ça paraît très intéressant pour plein de raisons. Et on a la PDG de Tenjiva avec nous, Annie Cyr. Annie, bonjour. Bonjour Alain, bonjour Pascal. Merci d'être avec nous, c'est évidemment très apprécié. Félicitations pour la sélection, c'est quand même quelque chose, là, ça sonne comme un truc très sélect quand ça vient de Google, c'est toujours une grande entreprise. D'avoir été sélectionné basé ici à Montréal, c'est toujours une bonne nouvelle pour l'écosystème. On parle de plateforme numérique d'approvisionnement, donc qui simplifie la machine pour les entreprises dans le secteur du textile et de la mode. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Comment ça fonctionne? C'est-à-dire, en fait, les processus d'approvisionnement dans l'industrie textile, c'est vraiment des longs processus. On parle de processus qui peuvent prendre des fois 1 à 2 mois dans le cadre d'échantillons, mais qui peuvent prendre jusqu'à 8 mois lorsqu'on s'en va en termes de production. Et ce que la plateforme fait, ben, c'est qu'on a identifié toutes les étapes, comment est-ce qu'on peut les automatiser, comment est-ce qu'on peut les accélérer, les optimiser et enlever ce qu'on appelle les goulots d'étranglement. Et bien, on a construit une plateforme qui permet donc de transformer ces longs processus-là en une étape d'un clic pour approvisionner du textile d'à travers le monde, de partout vers partout. Donc, quand on parle du textile, donc tout ce qui permet de fabriquer des vêtements, là, on clique et pouf, c'est réglé. Est-ce que, j'imagine, il faut que les fournisseurs soient inscrits à la plateforme? Est-ce qu'il y a un certain catalogue de fournisseurs dans la plateforme? Oui, exactement. Donc, on travaille très proche avec plusieurs fabricants pour s'assurer donc de l'accompagnement, de la mise en ligne des produits, de la gestion de l'inventaire. Et c'est ça. Donc, à ce moment-là, c'est comme si les marques de vêtements vont avoir un accès instantané à toutes les matières déjà produites. Donc, c'est vraiment pour aider la chaîne d'approvisionnement en temps réel dans l'industrie de la mode. Et ils ont accès instantanément à tout ce qui existe dans l'inventaire pré-expédié des fabricants. OK. Donc, ils peuvent savoir s'ils créent un nouveau modèle, que les fermetures éclairs, les boutons, est-ce que ça va jusque-là, le tissu, ou c'est seulement sur le textile? Je dirais une tasse de café à la fois. Une corde sensible. Je vous assure, j'en ai trop pris en ce moment. Mais donc, c'est vraiment sur le textile que ça se concentre. Donc, en fait, on débute avec le textile. Et parfait. Comme tu as dit, effectivement, c'est sûr que pour une marque de vêtements, si tout peut se centraliser dans un seul et même endroit, ben, d'une pierre plusieurs coups, un one-stop shop, un beau franglais, c'est toujours apprécié. Donc, oui, ça fait partie des développements à plus long terme, mais on veut vraiment se concentrer tout d'abord sur l'industrie du textile. Donc, le tissu pour faire les vêtements à la mode de l'an prochain pourrait être expédié plus rapidement, reçu plus vite. Question que je me demande, moi, je ne sais pas, Alain, si ce que tu voulais demander, mais moi, j'étais curieux. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'il y a pour Tenjiva? Qu'est-ce que ça apporte d'être sélectionné par Google? Qu'est-ce qui vous donne? Est-ce que c'est déjà commencé pour vous? Est-ce qu'on vous dit telle date, telle heure, tu te pointes et voici ce qu'on fait avec vous? Moi, je serais tout énervé. On est tout énervé. En fait, l'ensemble de notre équipe est tout énervé. Votre sourire dépasse les coins de l'écran. Vous avez tellement un grand sourire, on dirait qu'il dépasse le champ de la caméra tellement que vous avez l'air enthousiaste par rapport à cette expérience-là. Absolument. Tu sais, partir une start-up, c'est une expérience que
tu ne peux pas faire seul. Tu as besoin d'un entourage, tu as besoin d'une équipe, tu as besoin de gens qui ont une vision minimalement aussi loin que la tienne. Encore mieux s'ils veulent aller plus loin, ça fait juste amener tout plus loin. Puis d'avoir été sélectionné dans Google, ben, en fait, je vous annonce, on a relancé notre propre technologie propriétaire. Donc, quand tu développes une technologie, tu as toujours des bêtas, tu t'assures, tu peaufines, tu l'améliores, tu le testes dans le marché. Puis, après ça, ben, tu redéveloppes ta technologie et on a relancé donc notre nouvelle technologie propriétaire au même moment où est-ce qu'on rentre dans l'accélérateur de Google. Donc là, c'est le timing excellent. On a accès à leur équipe d'experts autant dans le développement que dans le marketing, que dans les ventes, que dans le UX, UI. Donc là, c'est le moment où est-ce qu'on scale up la technologie. Ouais, C'est c'est la question impressionnant. que j'allais poser. Donc, vous arrivez à un stade, vous avez déjà la technologie. Vous, le coup de pouce que Google va vous apporter, c'est au niveau du déploiement puis de la croissance. Exactement. Puis de l'amélioration de la tech constamment. Donc, c'est vraiment d'aller plus loin. C'est fascinant parce que c'est un secteur évidemment inter-entreprise. C'est un vrai service B2B, comme on dit en bon français. Le secteur de la mode à Montréal, il a quand même il a payé là, depuis un an et demi pour la pandémie et tout le reste. Dans les entreprises ont eu de la misère. Le virage technologique est plus que bien vu. Il me semble qu'il est à peu près temps qu'il y ait des choses mises en place comme celle-là. Est-ce que vous travaillez de près avec l'industrie montréalaise spécifiquement pour développer la technologie et pour les aider justement à se relancer? Oui, entre autres, on travaille tant avec l'industrie locale que l'industrie internationale. Parce que c'est sûr, on a quand même, le marché de fabrication textile s'est beaucoup exporté avec le temps. Ben Et oui. des fois, il y a certaines matières qui peuvent être offertes ici, mais d'autres qui ne le sont pas. Donc, on a dû directement, donc ça, c'est une autre étape d'une startup. La première chose qu'on a dû faire, c'est déjà débuter sur un terrain international dès le début. Donc, c'est de travailler tant avec les besoins locaux que les besoins internationaux pour s'assurer de bien répondre aux besoins du client. C'est intéressant de suivre ça. Je sais que dans l'alimentaire, entre autres, il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup de pertes de matériaux parce que l'approvisionnement est extrêmement imparfait. Est-ce qu'il y a une notion, est-ce qu'il y a une optimisation aussi au niveau de l'utilisation des ressources dans votre situation, dans votre cas? Oui, absolument. En fait, une des grandes facettes où est-ce que ça va aider, c'est que le fait est que tu peux t'approvisionner en temps réel, bien, tu peux plus facilement planifier tes besoins plus précis, je te dirais, donc plus flexible. Donc, tu as une demande de 1000 mètres, ben, de 1000 unités qui se transformeraient en 1000 mètres de tissu. Tu peux commander précisément cette commande-là, puisque si tu as besoin dans 2 mois, ben, tu vas juste racheter ce que tu as besoin à ce moment-là. Donc, tu adaptes mieux ton approvisionnement aux besoins du moment. Donc, ça, il y a un gros impact à ce niveau-là. Mhm. Après ça aussi, il y a toute la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a aussi toute l'information donc, qui est partagée sur d'où vient ta matière première, qui est Oui. aussi très J'imagine importante que la pour eux. traçabilité est moins importante que dans l'alimentation, mais doit quand même être utile pour les détaillants, les fabricants à un moment donné. Euh, un des aspects de l'accélérateur Google qui vous a choisi, c'est que ça s'adresse aux femmes fondatrices, aux femmes entrepreneurs. Euh, Puis il y a beaucoup d'entreprises ou en tout cas d'organismes dans le secteur de l'innovation qui se spécialisent, qui vont essayer justement d'aller chercher dans la diversité. Euh, Évidemment, Google présente ça comme enfin, on va abattre les obstacles qui empêchent aux femmes d'être aussi présentes dans le secteur que les hommes. C'est quoi les barrières exactement? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Est-ce que c'est encore aussi difficile pour une femme de lancer une entreprise que ce l'était il y a quelques années? Il y a un support exceptionnel. Donc, je ne crois pas je crois que c'est excellent, justement, tout ce qui est fait. Mhm. C'est très important dans le processus, donc effectivement, qu'il y ait des accélérateurs, des regroupements qui poussent la cause parce que ça va démystifier beaucoup. Mhm. Est-ce qu'il y a des barrières? Je crois qu'il y a aussi une barrière dans l'approche. C'est un apprentissage ou une façon de communiquer. Les femmes, on va avoir tendance beaucoup à être plus conservatrices, par exemple, dans nos approches des fois. Et ça peut être quelque chose qui, dans la communication, qui va être à développer, une force qui est beaucoup à travailler du côté plus féminin. Ce n'est pas dans tous les cas, mais moi, c'est quelque chose, entre autres, que je dois apprendre à travailler. Être moins conservatrice. Être plus Donc, audacieuse dans la présentation de ce que vous faites, d'une certaine façon, c'est un peu ça.
Comment? Pardon? Vous deviez être plus, comme j'ai dit ça, plus audacieuse dans la façon que vous présentez votre technologie. Exactement. Donc, c'est vraiment, je te dirais, c'est un peu là, surtout que je vois le travail là, qui doit être fait du côté en tant qu'entrepreneur. Mhm. Et après ça, ben, tu as tout l'écosystème derrière qui nous aide justement à faire ce cheminement-là. Et là, vu qu'il y a beaucoup d'aide, ben, ça enlève beaucoup de barrières. Puis les gens commencent à voir la différenciation des fois dans les deux approches, puis à mieux s'adapter à chacune d'elles. Quand même assez important. Le programme est une durée de 10 semames, donc ça nous mène 2 mois et demi, quelque part à la fin de l'année. Est-ce qu'on va avoir qu'est-ce qu'on va voir pour Tangiva au début 2021? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent déjà, vous savez, qui vont être Ah remarquables, oui, dès l'année prochaine? ah oui, beaucoup. On veut des scoops. Euh, On veut savoir! Dites-nous tout. hmm. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Ben, c'est sûr que l'année prochaine, il va y avoir, comme vous avez mentionné, une diversification des produits parce que la demande est là. Mhm. Donc, c'est sûr, ça va être une des choses qui va venir. Une des choses très importantes aussi, tu sais, l'industrie du textile, on va se le dire, c'est une industrie d'1 trilliard de dollars par année qui a vraiment tout à faire en termes de technologie. Donc, il y a beaucoup de place au développement dans cette industrie-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et une des premières qu'on a fait, en fait, c'est l'intelligence artificielle. Pour que tu puisses la faire, tu as besoin de données. Parce Mhm. que pas de données, ben, tu ne vas pas très loin dans l'intelligence artificielle. Donc, la première étape qu'on a faite, ben, c'est de structurer les données. Et ce qui s'en vient prochainement, ben, c'est d'utiliser ces données-là. Exploitation. Mhm. Donc, on va Je te parler dirais d'intelligence artificielle, on va se reparler. C'est ça que tu es en train de nous dire. probablement. Oh, le mystère! Je Le garde du mystère! suspense. Je pense que les gens vont vouloir regarder. En tout cas, je suggère aux gens de regarder cette vidéo-là parce qu'on voit dans votre visage un enthousiasme qui est incroyable. J'ai vu beaucoup, on a vu beaucoup de gens, quand vous dites que les femmes, des fois, prennent moins leur place, je pense que vous avez quelque chose qui rayonne, qui va vraiment, je pense, aller loin. C'est très, très fantastique. Moi, j'ai une question pour vous. Tenjiva, j'aime beaucoup demander d'où vient le nom. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a quelle est l'histoire de ce nom-là? J'aime bien répondre à la radio ou avec des personnes qui parlent le québécois, le français québécois. L'origine, ben, en séance de brainstorming, un peu n'importe quoi peut arriver. Et on est arrivé dans la branche, on va dire, des Trivago. Puis là, on a dit, ben là, go, tout le monde utilise ça. Franchement, on ne s'en va pas là-dedans. Puis là, on s'est posé la question, mais comment on dit ça en québécois? Un go, ça a donc tourné à Attends, j'y vais, Oh! qui est devenu Tangiva. Oh, wow! Et là, Wow! ce qui a fait dire le oui était, ben, est-ce que le .com est disponible? Parce que ça, c'est la grosse question de l'heure. Mhm. Puis il y a toute une stratégie de .com et heureusement, le .com était donc disponible. Fait que Et ce serait ça, c'est l'origine. Tangiva. Ce serait C'est Tangiva, Tangiva. finalement. Exactement. Ah, Et on lui a donné quand même une belle description qui s'enligne avec notre mission. Donc, c'est aussi devenu un acronyme. Et là, je m'excuse, je vais vous le dire en anglais. Mm. Donc, c'est pour Textile, Exchange Network, Generating, Industry, Value and Accessibility. Wow! Ta-da! J'ai un ancien collègue au journal qui disait tout est dans tout, et voilà, la preuve est faite une nouvelle fois. Wow! Moi, je pensais que c'était un nom latin ou quelque chose en polonais. Des fois, c'est des noms comme ça qui viennent. Et là, c'est super cool comme histoire. Merci. On va la raconter quand vous êtes une entreprise de 1 milliard de valuation. Une licorne! Une On va licorne, garder ça pour nous. Hein. c'est ça, On va c'est la les premières ressortir. années. Là, on Rappelle-toi va de dire, on va Attends, pouvoir j'y vais. raconter l'histoire de Tangiva. C'est bon. Ben, on va suivre ça de près. Oui, à 1 milliard de dollars, on se rappelle et on se fait effectivement une explication de ces choses-là. Annie Cyr, donc PDG, pardon, et là, il faut dire Tangiva, donc si j'ai bien compris. C'est Euh, tangible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite. Effectivement, s'il y a quoi que ce soit, vous nous faites signe, on fera un suivi, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Pascal. Ça a vraiment été un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, c'est tout à fait réciproque. Merci. À bientôt. Bye bye. Ah, que c'est le fun de l'enthousiasme comme ça. Attends, j'y vais.
C'est quand même, c'est fantastique. Quand on regarde le nom des compagnies qui sont créées à partir de n'importe quoi, elle a entièrement raison, Mme Cyr. Ça vient du québécois. Les racines sont là sans que ce soit évident. C'est une façon, je trouve, c'est très intelligent, très ingénieux. Et c'est un nom qui sonne bien, qui est dans toutes les langues. Exact. Tenjiva. Il y a moyen c'est très le fun. J'aime beaucoup ça comme histoire. Et là, Pascal, un peu. on va changer de sujet. On va passer au segment. J'allais dire, on va passer le balai sur. Mais c'est un peu Oh! une transition. Non, on passe pas là. On garde ça. Mais moi, j'aimerais ça. Est-ce que tu veux que je parle en premier de mon aspirateur? Ben, je veux juste dire avant que tu démarres, oui, s'il te plaît, virgule, mais n'oubliez pas avant toute chose qu'une tasse de tech peut être visionnée en direct sur notre page Facebook, facebook.com/une tasse de tech. Vous pouvez aussi aller consulter toutes nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube, qui s'appelle également une tasse de tech. Et bien sûr, la balado est disponible en version audio sur les plateformes Apple, Google, Spotify, Pocket Cast, Podcast République, Banana, non, ça c'est une marque de vêtements. En tout cas, où vous voulez, quand vous voulez. Maintenant, la semaine passée, les émissions des 5 saisons précédentes, celles à venir vont être là quand on va les faire, quand même pas exagéré. Mais gênez-vous pas. Et vous pouvez mettre ça dans vos écouteurs pendant que vous passez d'aspirateur à la maison. Ça peut être un aspirateur aussi high-tech que le V15 de Dyson dont Pascal nous parle à l'instant. Parle-nous de ça, Pascal. Il a l'air fascinant, cet appareil, qui est quand même assez intéressant pour qu'on en parle dans une balado techno. Là. Ben, c'est ça. C'est très simple. C'est de la technologie domestique. Là. On s'entend que c'est pas quelque chose qui est... mais c'est bon. Dyson, on sait, c'est le Apple des produits d'aspiration. Je ne sais pas comment le dire. C'est vrai qu'ils jouent avec l'air parce qu'ils ont aussi des séchoirs, donc ils ont plein d'affaires. Exactement. Donc, l'aspiration et le soufflement de l'air. Et avec la V15 Detect, Dyson a ajouté un truc, mais tellement simple, mais tellement astucieux à l'aspirateur, un petit laser vert à la tête au bout, là, l'endroit qui aspire. Il y a un petit laser vert qui permet de mieux voir la poussière. On s'entend là, c'est un petit laser qui coûte quelques dollars qu'ils ont ajouté, mais tout ça, c'est tellement le fun, ça transforme passer l'aspirateur en jeu vidéo. Donc, pour les jeunes qui n'aiment pas passer la balayeuse, là, pour les parents qui veulent les forcer à s'intéresser ou en tout cas au moins à participer aux tâches domestiques, c'est de dire hey, c'est comme un jeu vidéo, ça. Et oui, et vraiment, là, je me surprends. Je l'ai amené de ma cuisine à mon salon et je n'ai pas pu m'empêcher de démarrer et d'aspirer parce que c'est trop le fun. On voit les petites mottes de poussière et il y en a toujours plus qu'on l'imagine. Sérieusement, on ne s'en rend pas compte. On se dit, oh, le plancher est propre. On allume le laser et il y a juste la bonne fréquence pour rendre visible. Ça fait des petites ombres et on voit la petite poussière là, de façon très, très remarquable. Bon, là, c'est un laser, c'est pas un pointeur laser, c'est vraiment un faisceau laser. On parle pas de quelque chose que laser. Donc, c'est un peu... bon sens, oui, c'est ça, c'est un faisceau, c'est un pointeur laser, mais dont le champ a été un peu élargi. Et juste ça, là, c'est absolument brillant. D'ailleurs, je me demandais si c'était pas possible d'ajouter un petit pointeur laser à des aspirateurs domestiques avec un petit autocollant à quelques dollars. Et j'espère qu'en ce moment, vous n'entendez pas trop le camion qui recule depuis 5 minutes. C'est toi, ça? Je me demandais c'était où? C'est épouvantable. Voilà. On change des balcons à côté de chez moi. On parle littéralement à 10 mètres et le camion recule sur tout le long de la rue avec le balcon qui a mis sur le... Donc, désolé pour les soucis techniques. Il fait beaucoup de poussière, donc ça te permet d'essayer ton aspirateur. Exactement. Qui utilise aussi mais c'est la même chose que les autres aspirateurs Dyson, une espèce de cyclone, je ne sais pas comment ils appellent leur... Oui, tout à fait. C'est le même principe qu'il n'y a pas de blocage, même si le bac est très plein. Ceux qui peuvent le voir en ce moment, mon bac est presque rempli à rebord et il n'y a pas de perte d'efficacité, donc les cyclones. Il y a aussi à l'arrière quelque chose, ce n'est pas nouveau du modèle V15, mais il y a un affichage qui indique le pourcentage, je vais essayer de l'approcher pour ceux qui regardent en vidéo. Il y a un petit graphique qui indique la taille des particules de poussière en nanomètres. C'est une estimation, évidemment, mais ça permet de voir s'il y a des poussières très, très fines, s'il y a des poussières de la taille des... pas des punaises de lit, mais des acariens, s'il y a des morceaux un petit peu plus gros. Donc, c'est affiché en temps réel. Donc, quand on passe à un autre truc un peu Star Trek, on voit la qualité de la poussière qui est affichée.
L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas rien faire avec cette information-là. Je m'attendais à ce qu'on puisse la transférer dans son téléphone, qu'on puisse avoir un message qui nous dit oh, peut-être que les allergies vont être élevées chez toi, attention aux graminées, ou d'avoir un message un peu plus utile. Malheureusement, quand on termine son nettoyage, ça disparaît et on ne peut pas faire de quoi. Ce n'est pas de l'information jusqu'à présent qui est utilisable, qui sert à quelque chose de particulier, sauf le plaisir de voir qu'on a ramassé plus de poussière fine que de poussière moyenne. Si on échappe de la farine ou si on échappe du gruau, on n'aura pas le même type de graphique. Et quand on passe dans les endroits plus propres, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de poussière très, très fine qui est captée. Évidemment, ce n'est pas donné. Ben, j'allais dire, c'est ça, c'est le Apple des produits domestiques, donc le prix doit doit être en conséquence. Là. Le modèle de base est 949 $. Wow! C'est Ouch! un aspirateur portable qui est très léger. La Il pile aspire la maintenant, poussière ainsi qu'une partie de tes finances personnelles. exactement. C'est comme si tu mettais ton portefeuille et que ça aspirait tout le petit change des prochaines années. L'autonomie peut aller jusqu'à 1 heure avec le modèle Absolute qui est de Parce qu'il est sans fil. 1099. C'est ça, c'est sans fil. Bon, ça va. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et je pense que ça fait quelques années, ils ont annoncé qu'ils ne produiraient plus d'aspirateurs ou ils ne développeraient plus activement des aspirateurs qui ne sont pas sans fil. Et sérieusement, c'est assez puissant, le V15, même si c'est compact, pour bien des appartements, bien des maisons, à moins d'avoir des milliers de pieds carrés, 1 heure de temps à aspirer avec une bonne puissance. Évidemment, la puissance s'ajuste automatiquement en fonction de la quantité de poussière détectée. Donc, le moteur n'a plus besoin, comme avant, de choisir le mode performance, silencieux ou moyen. Ça se fait tout seul. Donc, on passe le balai, tout à coup, l'aspirateur, et tout à coup, le moteur accélère. Donc, l'autonomie va varier tout au long du processus aspiratif. Je ne sais pas si ça inventé une belle expression scientifique. Ben oui, processus aspiratif. Oui, c'est ça, ça ajoute de la science dans le passage de l'aspirateur, mais ça peut aller jusqu'à 1 heure. Donc, ça va baisser évidemment s'il y a plus de poussière et tout, et que le moteur est en mode plus performant. Mais comme on a envie de passer l'aspirateur régulièrement, on se rend compte que rapidement, le nombre de grosses mottes de poussière disparaît très rapidement. Mais le choc est là. Quand on regarde son plancher, on se dit c'est propre, on passe l'aspirateur avec le laser, on voit les mottes de poussière apparaître. Regardez la vidéo sur Internet si vous avez la version audio du podcast ou regardez, tu as diffusé la vidéo. Ouais, ça donne une bonne idée de ce que ça donne et c'est dur à l'œil, c'est très frappant. Évidemment, c'est encore plus spectaculaire si la lumière est basse. Donc, en fin de journée, début de journée, quand c'est plus sombre, l'effet laser devient encore plus spectaculaire, mais ça fonctionne quand même bien en mode jour. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est essentiel. Ça ne détruit pas la poussière. Ce n'est pas un laser qui élimine la poussière. C'est juste visuel. Là, j'attendrai la prochaine génération. Le laser va littéralement tuer les bactéries. Piou, 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 piou. Et là, on aura vraiment un produit... va zapper les grains de poussière. Ce n'est pas le cas. Mais ça aide à Dyson le voir. V15, un appareil qui s'achète, j'imagine, sur Dyson.ca, quelque chose comme ça. Entre autres grands magasins, grandes chaînes et tout. Il faudrait que je trouve un partenaire, grande chaîne de magasins. J'ai quelques commerces en tête que je ne nommerai pas. Et là, je t'envie. Le sens des affaires quand tu dis ça, quand même. Oui, je sais, c'est mon côté marketing qui vient là. Mais là, Alain, il faut que tu me parles. J'ai vraiment hâte, j'ai envie, parce que moi aussi, j'en ai fait la demande, la Nova 3 couleurs de Boox. J'ai hâte d'avoir tes impressions, parce que ça a l'air d'être une fichue belle liseuse. Je vais t'avouer, je l'ai commandé tout en étant circonspect au minimum, parce que les écrans e-ink couleur, qui est la technologie, dans le fond, du Kindle chez Amazon, du Kobo pour les liseuses électroniques, en version avec un filtre pour faire de la couleur dessus. Historiquement, ça a toujours été très pénible parce que, bon, soit c'était extrêmement fragile, très coûteux, ou alors les couleurs étaient très fades. Là, on arrive avec une technologie e-ink. En fait, si on en parle comme d'une espèce de standard, mais dans le fond, c'est une compagnie qui développe l'espèce d'ardoise, dans le fond, qui est une technologie sans rétroéclairage et qui est inerte, donc qui ne consomme pas d'énergie quand elle est activée et qu'elle ne bouge pas. Là, on arrive avec cet appareil-là. On a déjà parlé des produits Boox, qui est une marque, en fait, qui appartient à une compagnie chinoise qui s'appelle Onyx. Donc, autre affaire, c'est que c'est une compagnie chinoise. Puis là, tu te dis, les produits chinois, les compagnies chinoises ne sont pas toujours au niveau du standard auquel on est habitué ici en Amérique du Nord, parce que pour plein de raisons, les produits sont plus
Et il n'y a pas une tonne de produits avec ça. Donc là, paf, arrive cet appareil, le Nova 3 couleurs. Là, vous voyez, ben, en fait, tu vois, 2 en 1. Je voulais vous montrer d'abord, c'est une liseuse, là, vous le voyez comme un Kindle, mais à laquelle on ajoute la couleur et en plus, comme vous pouvez le voir ici, des applications parce que c'est essentiellement animé par une plateforme Android sur laquelle on peut, Android 10 en passant, Wow. sur laquelle on peut installer le Play Store. Donc, on peut aller chercher des applications, dont celles que vous voulez, les applications les plus modernes. Et là, ici, vous voyez, si vous voyez, vous remarquez que je peux aller chercher, par exemple, sur Facebook, la couleur des objets, des images qu'on aurait sur une vraie tablette. Sauf qu'il n'y a pas de rétroéclairage. C'est vraiment. Honnêtement, j'étais vraiment agréablement surpris, à tel point que. Parce que moi, mon objectif avec ça, c'est d'avoir une liseuse. Je lis beaucoup. Bon, avoir une liseuse, déjà, je trouve ça intéressant, mais avec la seule chose qui me manquait sur un Kindle, par exemple, ce serait d'avoir une application de lecture musicale avec la musique que j'écoute et au moins une prise pour les écouteurs ou un Bluetooth pour avoir des écouteurs sans fil. Et ça se trouve pas, ça. Et là arrive cet appareil-là en couleur en plus. Donc, pour les gens qui veulent lire des bandes dessinées, des choses comme ça, il existe beaucoup de versions numériques de ces choses-là. Et là, on peut enfin le faire, on peut enfin visionner là-dessus tout ce qui est statique, image, donc photos, dessin, n'importe quoi, ça marche très bien. C'est plus difficile au niveau de la vidéo parce que le taux de rafraîchissement de ces écrans-là était très lent. Onyx ont sorti un mode qui s'appelle Régal qui rafraîchit beaucoup plus vite et qui empêche l'effet de fantôme, là, des formations d'images fantômes en arrière-plan. Des fois, ça veut dire qu'on voit un peu les traces de l'image précédente quand l'image change. Donc ça, c'est un peu agaçant. Ça marche pas pire, mais allez pas regarder la vidéo avec ça. De toute façon, c'est vraiment pas le but. Mais pour tout ce qui est là, vous voyez peut-être sur le coin ici, j'ai la Presse Plus, j'ai le Devoir en version numérique. Et dans les deux cas, je peux enfin lire mon journal sur une liseuse. Et c'est Wow. tout à fait confortable et naturel. Euh, Ça s'affiche comme un iPad. Il n'y a vraiment aucune, à part évidemment la technologie d'écran qui est différente, mais l'image est bien rendue, le texte est lisible. C'est vraiment intéressant. Il y a, au niveau format, c'est le format de 7,8 pouces qui est plus, disons, livre de poche ou petite liseuse. Là, c'est pas comme celle dont tu nous parlais la semaine dernière, qui était vraiment de grand format, l'Ellipsa. Euh, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en bonus un stylet. Quand on achète la tablette, elle vient avec le stylet, elle vient avec l'étui protecteur aussi qui est là, qui est rabattu pour vous montrer la chose, mais ça permet de prendre des notes et des notes en couleur. Ça, c'est l'œuvre artistique Mmh. de ma grande fille qui, évidemment, me l'a volé dès l'instant où je l'ai sorti de la boîte pour aller faire des dessins dessus et elle voulait juste nous montrer la couleur. Vous voyez, c'est vraiment, moi en tout cas, je suis vraiment impressionné par la qualité, le rendu couleur, même si c'est un peu plus fade que du rétroéclairé, là, Oui. que de la ciel ou de l'OLED ou peu importe. Le résultat est exceptionnel. Onyx étant Onyx, ils ont dans leur lecteur de livret, le lecteur de livres numériques, des EPUB, la fonction de prendre des notes à même les documents puis de les conserver en mémoire. Donc, on peut stocker, on peut évidemment gribouiller si c'est des notes pour l'école, des choses comme ça. On peut le faire à même le truc numérique et ça se garde en mémoire. Donc, il y a vraiment une fonction de productivité là, qui est intéressante. Et on peut exporter ça ensuite et le transférer sur son ordinateur pour l'avoir soit dans OneNote sur Microsoft, sur Evernote, sur Dropbox, peu importe. Vraiment, l'écosystème est très bien réussi. Et quand c'est une tablette assez récente, le processeur est assez performant. Donc, quand je dis on peut avoir des applications Android, ben, on n'ira pas dans les jeux vidéo, mais que ce soit Spotify, Apple Music pour la musique, ça fonctionne à peu près aussi vite que sur un téléphone. Toutes les applications, évidemment, je n'ai pas des grosses applications. J'utilise Slack au bureau, ben, ça marche. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment étonnant pardon, comment c'est bien intégré. Et tout ça, évidemment, dans un format de livre, de livrel, de livre électronique, qui est assez intéressant. Bon, évidemment, on se comprend, et je le dis depuis tantôt, c'est pas de la l'ACL, donc la luminosité, les couleurs, c'est un peu plus fade que ce qu'on voit ailleurs. Le rafraîchissement de l'écran est correct. C'est 32 gigaoctets de stockage. C'est une tonne, ça, pour des livres numériques, mais une fois qu'on tombe dans l'applicatif et dans les trucs un peu plus complexes, ça vient rapidement à saturation. Il n'y a pas de fente pour carte micro SD qui aurait été la solution comme pour vraiment que l'appareil dure super longtemps. Donc, ça, c'est un peu dommage. Et Onyx étant comme bien d'autres fabricants d'appareils électroniques, Android 10, est-ce qu'un jour il y aura une mise à jour Android 11? On ne le sait pas. Puis là, peut-être qu'il va falloir la faire en bidouillant, des choses comme ça. Fait que ça reste incertain. Fait que ça rend que un produit intéressant qui va être durable, mais on ne sait pas à quel point. Fait que ça, c'est un peu le bémol. Et tout ça, évidemment, il faut être un lecteur avide pour se l'offrir parce que ça se vend 400 US. C'est un autre produit qui coûte un certain montant d'argent, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment le savoir.
Dernier truc que je n'ai pas dit plus tôt, mais que je dis maintenant pour peut-être un peu adoucir la pilule du prix. Euh, L'autonomie annoncée est de 40 jours par charge Wow. si on n'active pas le Play Store de Google. Mais j'arrive à peu près à une semaine pour l'avoir utilisé de façon assez intensive avec du courriel, du Facebook et des gugus comme ça. Donc, c'est quand même assez acceptable. C'est mieux que la journée annoncée par la plupart des grosses tablettes qui sont actuellement sur le marché. Donc, ça, j'ai trouvé ça assez intéressant et c'est un bénéfice de la technologie e-ink, la technologie d'affichage qui est incluse dans l'appareil. Donc, oui, Pascal, tu as tout à fait le droit d'être jaloux parce que c'est vraiment une belle. Moi, je trouve que c'est un beau produit. C'est probablement la première tablette couleur de son genre que je trouve qui mérite d'être considérée si vous êtes un lecteur avide et que vous êtes tanné de toujours voir les pages couverture en noir et blanc des livres que vous achetez. Hmm. Voilà. Est-ce que tu paierais plus pour la version couleur? Est-ce que tu penses qu'avec ce que tu as entre les mains, tu paierais plus pour une version couleur? Parce qu'il y a des gens qui veulent, je crois qu'il y a une Books a plusieurs liseuses un petit peu moins chères qui sont noir et blanc standard, là, comme papier électronique standard. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de payer le petit premium pour le papier électronique couleur? Ben, je vais payer pour deux choses. En priorité, la possibilité d'avoir de l'audio, donc la connexion musicale. Parce que, bon, je parle de musique, là, mais les livres audio aussi, pouvoir installer Audible, pouvoir installer l'application de balado que vous voulez, ça a une certaine valeur. Puis, évidemment, la couleur ajoute à ça. C'est pas une obligation d'avoir de la couleur, mais je trouve que c'est une belle addition. Les tablettes, la Nova 3, non, noir et blanc, n'est pas exactement donnée, là. Non, non, c'est pas donné. C'est sûr que c'est un. Pour moi, n'empêche pas d'opter pour. Même au contraire, tant qu'à payer cher, c'est aussi bien de payer pour quelque chose qui offre la totale. Et pour une fois, la couleur, c'est pas juste un coup de marketing, elle est vraiment bien intégrée. La technologie semble intéressante. Technologie qui s'appelle Kaleido Plus. Donc, c'est l'espèce de deuxième génération de cette technologie-là. Vous pouvez regarder, il n'y a pas beaucoup de tablettes qui l'ont en ce moment sur le marché, mais la plus facile à trouver, c'est effectivement celle-là. Donc, c'est une réponse un peu circonvolutée, n'est-ce pas? Non, Pour dire oui. c'est une très belle technologie. La question que je me demande, les gens, évidemment, c'est une liseuse en papier électronique. On aime le papier électronique tous les deux. On a eu l'occasion. Les gens nous demandent souvent, toujours, en fait, oui, mais je pourrais m'acheter un iPad. Je pense que si quelqu'un se pose la question, devrait probablement acheter un iPad. Parce qu'une liseuse en papier électronique, c'est moins polyvalent, c'est moins rapide, l'écran est moins beau. Par exemple, je ne regarderai pas une vidéo. Je ne pense pas que ce soit. Tu ne peux pas vraiment regarder avec du papier électronique une vidéo. L'élément décisionnel, si vous arrivez vous avez du temps libre tout d'un coup, puis votre premier réflexe, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a sur Netflix aujourd'hui, laissez faire ça. Allez vers iPad. Si votre premier réflexe, c'est de dire coudonc, j'ai goût de lire un bon livre, une liseuse, là, ça devient intéressant, puis une liseuse couleur, une petite valeur de plus pour les hardcore, là, ceux qui lisent massivement ou qui lisent des bandes dessinées ou qui veulent justement voir des trucs en couleur. Parce que c'est plus le fun pour l'œil qu'une tablette à écran OLED ou ACL, définitivement. Puis avec une liseuse avec Android, on peut installer toutes les applications. Donc, si on a des livres Kobo, des livres Amazon, si on a des services de bande dessinée, toutes les applications Android vont fonctionner. Moi, j'aime beaucoup Pocket, qui permet de mettre de côté des pages web. Il fait des articles long read, là, des articles plus longs. Moi, je les lis avec mes liseuses et j'adore ça. Donc, avec une tablette comme ça, on peut installer Pocket et puis lire ces articles à tête reposée, les annoter et les partager. Voilà. Donc, Onyx Nova 3 couleur. Prenez des notes. Ça s'achète sur boox.com si ça vous intéresse. Sinon, c'est tout pour nous pour cette semaine, pour une tasse de tech. Merci, Pascal, d'avoir été avec nous, comme chaque semaine. Merci beaucoup, Alain McKenna. Un plaisir. On remercie nos commanditaires, nos partenaires fiers et précieux, et on les aime. TELUS, le Santec, Jura pour l'excellent café, la machine automatique fantastique, godaddy.ca pour un site web personnalisé et professionnel que vous pouvez faire vous-même. Et on se retrouve la semaine prochaine, Alain, avec d'autres nouvelles techno. Avec une nouvelle techno, on va avoir une primeur mondiale. On ne peut juste pas vous dire c'est quoi. Mais exactement. Tu penses à celle que je pense? À midi pile, on l'a et ça, vous allez voir, c'est le cas de le dire. On va en mettre plein la vue déjà, c'est ce que tu veux dire? Exactement. Et nous sommes, comme d'habitude, en direct sur Facebook. On a beaucoup d'indices, là, mais on vous a rien dit. Mais beaucoup d'indices. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Bye bye. Bye bye.